Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là ce soir à Chaponneau. Vous avez remarqué que je n'ai pas de lunettes rouges et je n'ai pas autant de cheveux que le président. Voilà, tout à fait. Donc j'excuse le président Éric Pérez qui est souffrant, qui est même bien souffrant, bien au fond de son lit depuis quelques jours. Et qui, encore hier, envisageait peut-être de pouvoir venir, mais c'est trop compliqué. Et puis nous, en tant que vice-président, on n'a pas envie d'être contaminés tout de suite. Donc il a préféré rester au chaud, au lit, à se soigner. Et donc il vous passe évidemment le bonsoir et s'excuse de ne pas être là pour présider ce comité que je vais donc présider à sa place, avec mes collègues vice-présidentes et vice-présidents. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Philippe Golpa-Bonaro, le premier vice-président du CIGERLI. Et puis je vais continuer sur les excuses. Décidément, je me confonds en excuses pour ce premier comité que je préside, puisque le représentant de la commune de Chaponneau qui nous accueille aujourd'hui, et d'ailleurs on les remercie, ne peut également se joindre à nous pour introduire ce comité comme il est prévu d'usage et comme on aime aussi le faire et donner la parole aux communes. Donc voilà, pas de mots de l'adjoint au maire de Chaponneau et du maire de Chaponneau, mais là aussi, eux aussi vous passent le bonjour et s'excusent de leur absence due à voilà, une mauvaise compréhension dans les horaires et les contraintes de chacun et chacune. Une fois ces mots d'excuses démarrés, je vais m'asseoir et on va pouvoir commencer ce comité avec, avant d'attaquer la présentation, quelques propos introductifs sur 3 sujets d'actualité qui ont beaucoup mobilisé le président et l'exécutif, enfin le bureau exécutif du CIGERLI ces dernières semaines. 3 sujets, avec le premier sujet qui vous avez sans doute entendu parler de discussion sur le photovoltaïque, avec le ministre Marc Ferracci qui a mis en consultation un projet d'arrêté, je crois, ou de décret, pour modifier un certain nombre de règles par rapport à la vente totale d'électricité photovoltaïque sur les petites capacités de production, donc à moins de 500 kW, et en vente totale, donc les installations en vente totale. On est sur des mesures qui prévoient une baisse de la valorisation de l'électricité produite en photovoltaïque en vente totale, et sur une rétroactivité aussi des tarifs d'achat par EDF-OA. Et donc ces nouvelles, qui ne sont pas encore entérinées, il y a encore des discussions, et il y a eu notamment un Conseil supérieur de l'énergie qui s'est tenu le 6 mars, qui a approuvé à une majorité quasiment unanime que ces propositions étaient trop brutales et trop déstabilisantes à l'égard de la filière photovoltaïque. C'est des milliers d'entreprises en France, c'est 60 000 emplois en France, qui, en fait, les entreprises photovoltaïques, de par cette instabilité, cette rétroactivité, considèrent ce projet comme un moratoire bis sur le photovoltaïque et ne nie pas qu'il faut qu'il y ait un certain nombre de changements tarifaires et donc d'encourager à l'autoconsommation individuelle et collective, mais la brutalité et la temporalité de ces préconisations envisagées par le gouvernement mettent vraiment à mal toute une filière et mettent en danger non seulement la filière photovoltaïque, mais aussi des projets des communes, notamment dans le cadre de l'AMI photovoltaïque que l'on a lancé il y a quelques mois, qui viennent remettre en cause les modèles économiques des entreprises avec lesquelles certains d'entre vous sont en discussion ou même ont contractualisé, mais où les projets ne sont pas encore lancés. Et donc on espère que le gouvernement va revenir un petit peu à la raison sur ce point. Et encore une fois, quand bien même les règles pourraient changer, il faut qu'elles se fassent d'une part en concertation avec les acteurs du secteur, en concertation avec les communes,
les communes et les collectivités. Il y a eu beaucoup de tribunes qui ont été signées par beaucoup d'élus aussi de territoire sur ce sujet, et que les choses se fassent progressivement et ne mettent pas à mal ni les projets des collectivités, ni la filière photovoltaïque, qui est une énergie renouvelable qui doit continuer à se développer avec son caractère vertueux. Donc voilà pour le premier point. Le président a écrit aux députés du Rhône pour les alerter sur ce point. Et évidemment, on fera un prochain point au comité de juin pour vous tenir au courant de ce que ça a donné. Après, j'espère qu'on aura des nouvelles bien avant et que vous aurez l'information bien avant. Mais en tout cas, on vous tiendra au courant de la suite de ces initiatives. Le deuxième sujet sur lequel le président s'est beaucoup mobilisé ces derniers temps, c'est sur la réforme du chèque énergie et globalement l'enjeu de lutte contre la précarité énergétique, avec la mobilisation au sein de la FNCCR où son positionnement sur l'extension de l'arrêt des coupures à tous les fournisseurs d'énergie a été finalement repris par la FNCCR pour en faire sa position officielle et institutionnelle. Et donc l'idée, c'est qu'il n'y ait plus de coupure d'énergie dans la mesure où il y a une vraie libéralisation du marché. Et donc les nouveaux sujets sur la table actuellement, c'est la réforme du chèque énergie et le devenir des tarifs réglementés en 2025. Eric a participé à ce titre à la dernière réunion à la FNCCR au mois de mars et a travaillé sur ce sujet en marge de cette réunion avec la sénatrice Denise Saint-Pé. Et donc là aussi, on vous donnera des nouvelles sur cette initiative qui vise à sécuriser un peu et à lutter contre la précarité énergétique. Donc il y a une vigilance et une mobilisation de tous les syndicats d'énergie en tant qu'autorité organisatrice de distribution d'électricité sur ces sujets pour la protection des usagers et notamment les plus précaires. Et puis le troisième sujet, c'est l'assise. L'assise sur l'électricité. Donc la notification du volume global de l'assise pour le versement 2024 vient de nous être transmise. Nous allons procéder à la régularisation des avances faites et votées lors du comité de décembre 2024. Et je ne vous surprendrai pas en vous confirmant ce que le président avait annoncé lors des derniers comités, à savoir une baisse du volume global de l'assise significative. C'est la vice-présidente aux finances qui me pousse cet adjectif qui est vraiment important. Donc en fait, ça s'explique par la base modifiée très récemment par l'État et finalement retenue, qui exclut globalement les gros consommateurs. Donc voilà, on a une base qui change. Et donc la dynamique de consommation reposera uniquement sur l'inflation. Donc on peut se réjouir de la baisse des consommations d'énergie qu'on appelle de nos voeux. En revanche, la corrélation de cette manne financière essentielle aux communes à cette consommation et à cette inflation nous met forcément dans une injonction paradoxale où on vise des économies d'énergie, mais plus la consommation d'électricité baissera, moins les communes auront de moyens. Donc il y a peut-être des choses à revoir sur ce volet-là. Là aussi, on vous tiendra au courant évidemment des discussions au niveau politique pour peut-être faire changer ces règles. Et puis surtout, on reviendra, les services du CIGERLI reviendront très très rapidement vers vous pour chaque commune vous donner un peu le montant final de cette assise pour clôturer vos budgets 2024. C'est essentiel pour toutes les communes ici présentes. Voilà pour ces propos introductifs. On va pouvoir démarrer le comité formellement avec l'ordre du jour que vous avez sous les yeux. Donc je reprécise évidemment qu'à chacune de vos interventions, attendez bien qu'on vous donne la parole et que vous ayez le micro. Vous présentez à chaque fois le nom du délégué et nom de la commune que vous représentez. Et si vous partez avant la fin du conseil, signalez-vous auprès du personnel aux tables d'émargement et remettez bien votre boîtier. Les pouvoirs, donc Eric Pérez, président, me donne son pouvoir. Anne Revéran donne son pouvoir à Corinne Subaille pour la métropole de Lyon. Philippe Nicolas pour Curie-Saumon-d'Or donne son pouvoir à Thierry Saunier d'Albigny-sur-Saône. Noël Magot de Genève donne son pouvoir à Germain Lyonnais de Quincieux.
Jean-Claude Ray pour la métropole donne son pouvoir à Vinciane Brunel. Et Alain Legras pour Corba donne son pouvoir à Véronique Giromagny de la métropole de Lyon. La secrétaire de séance, si vous n'y voyez pas d'objection, sera Vinciane Brunel, ici présente. Et on peut donc attaquer. Donc un petit rappel de l'actualité du bureau qui s'est réuni le 7 février 2025 et le 7 mars 2025. Les séances votées lors du 7 février 2025, l'approbation d'abord de la convention de raccordement de matériel de vidéoprotection et l'utilisation des fourreaux éclairage public pour le réseau fibre optique communal de la commune de Genêt. Et puis l'approbation de la convention annuelle 2025 avec l'association Comité social du personnel de la métropole lyonnaise et de ses collectivités territoriales et établissements publics. Et le 7 mars, 3 délibérations, l'approbation de la convention de partenariat dans le cadre de la mise en œuvre du programme C2E Acté+, et l'UMACT+, et l'approbation de la convention de partenariat dans le cadre de la mise en œuvre du programme C2E Acté+, chaîne 4, et enfin l'approbation des conventions d'occupation APRR. Je vous fais également lecture du compte-rendu de l'activité du président de ces dernières semaines avec le 14 février, une journée thématique sur le parcours de rénovation énergétique. Le 21 février, une commission d'appel d'offres Géoradar, un rendez-vous avec IDEX. Le 28 février, des entretiens pour le recrutement de postes de direction du conseil en énergie partagée, du service conseil en énergie partagée. Le 7 mars, une commission générale. Le 7 mars, toujours un bureau décisionnel où on en a parlé avec politique, donc bureau décisionnel et politique avec présentation du bilan d'Électriciens sans frontières. On y reviendra en fin de comité. Une CAO SME. J'avoue que le SME, je ne l'ai pas forcément. Système de management de l'énergie. J'adore les acronymes. Le 13 mars, enfin, une commission citoyens et consommateurs avec la FNCCR, un déjeuner de travail avec la sénatrice Denise Saint-Pé sur le sujet notamment de la précarité énergétique, et le bureau d'Aura 2E. Quelques mots sur compte-rendu des décisions du président, avec un marché subséquent et 4 avenants au marché subséquent pour de la maîtrise d'œuvre en lien avec les travaux d'enfouissement des réseaux, un accord 4 pour la fourniture d'électricité, la non-reconduction d'un marché de géoréférencement des réseaux souterrains et un avenant de régularisation au marché de services relatif à la prestation d'assurance du CIGERLI. Il s'agit du lot 2, responsabilité civile et autres risques annexes. Voilà pour les décisions du président. On peut attaquer les délibérations d'intérêt commun. Elles sont au nombre de 11. Vous avez ici le déroulé, le sommaire. On va les passer toutes une par une. Et donc, on va présenter d'abord notre vice-président qui arrive. L'adoption du procès verbal du comité du 12 février. Pour rappel, pour la métropole de Lyon, un délégué vaut une voix, compte pour une voix. Les communes de la métropole, une voix. Alors, pardon, je reprends. Pour la métropole, un délégué vaut 8 voix. Les communes de la métropole, une voix, et les communes hors métropole, 2 voix. La majorité simple des suffrages exprimés suffit pour valider les délibérations. Et donc, il est proposé en préalable d'adopter le procès verbal de la séance du 12 février 2025. S'il n'y a pas de questions ou de remarques, non, on peut donc lancer le vote. Merci beaucoup pour cette unanimité. On passe à la deuxième délibération et je passe la parole à la vice-présidente Corinne Subaille. Alors, bonsoir tout le monde. Donc, je vais essayer d'être assez rapide et efficace, bien que certains, je sais, adorent que je leur donne les centimes après les millions. Donc, je leur ferai plaisir. Ne vous inquiétez pas. Donc, à la suite du comité de février sur l'Europe, qui a permis d'identifier les tendances et grandes orientations en termes de projets, ce comité lui présente les inscriptions budgétaires qui en découlent. Donc, dans un contexte complexe pour l'ensemble du bloc communal et de la métropole, le CIGERLI apparaît comme un atténuateur pour absorber à vos côtés les aléas géopolitiques, économiques et continue à engager des actions de transition énergétique au bénéfice du territoire.
les éléments qui vous sont présentés sont caractéristiques du modèle économique du CIGERLI, qui est tourné vers ses membres avec une prise en charge immédiate des dépenses et un différé sur ses recettes. Le budget, c'est environ 75 millions sur 2024 et un résultat de 3,7 millions qui permet de financer une partie de l'enveloppe pour les projets. Les comptes administratifs et le budget 2025 confirment donc la bonne gestion du CIGERLI et l'impact positif de la démarche de maîtrise de gestion, de performance des marchés et de réduction des coûts. Donc également, grâce à notre réussite dans l'obtention de fonds spécifiques nationaux ou européens, on vous confirme cette bonne gestion et j'en profite. Je le fais en préambule, souvent je le fais à la fin, mais là je vais le faire directement en préambule pour remercier tous les services et en particulier les services financiers représentés ici par Nathalie Maman et Claire Taupeneau. Donc merci pour ce gros travail et on l'a déjà vu sur l'Europe, on a quand même un contexte qui est compliqué. On devait avoir une année 2024 qui devait être très compliquée. Et grâce à leur bonne gestion et à leur travail, on s'aperçoit que l'atterrissage est meilleur que ce que nous pensions au départ. Ces bons équilibres déjà évoqués vont favoriser donc les réponses positives aux demandes des collectivités, que ce soit en termes d'accompagnement de travaux, en lien avec la planification des différents acteurs du territoire, de dispositifs de soutien de transition énergétique, donc que ce soit sur les bâtiments ou le photovoltaïque, et aussi l'adhésion de nouvelles communes. Donc je pense en particulier en 2023 à Brignais, en 2024 à Miry et en 2025 à Bron. Merci beaucoup. Donc, nous pouvons passer à cette première délibération qui concerne l'approbation des comptes de gestion. Donc, comme vos services financiers dans vos communes, les équipes du CIGERLI ont effectué le rapprochement entre les écritures de la trésorerie et les nôtres, et je vous confirme qu'elles sont conformes. Donc, s'il y a des questions ou des remarques, eh bien, s'il n'y en a pas, je vous propose de passer directement au vote. Je vous remercie pour cette belle unanimité. En ce qui concerne donc la délibération sur le compte administratif, donc je vais vous présenter un petit peu ce qui va se passer. Donc en synthèse, et comme cela a déjà été évoqué donc en février, cette année 2024 est bien meilleure qu'attendue en termes de résultats. Donc, comme les communes et la métropole de Lyon, le compte administratif donc, est régi, je vous rappelle, par la comptabilité M57, enfin la nomenclature comptable M57. Et nos dépenses et nos recettes se rattachent notamment à deux fonctions, c'est-à-dire à deux thématiques. La fonction 51, qui correspond à l'aménagement et services urbains pour les projets relevant de l'éclairage public et l'électrification. Donc, j'aime bien vous donner des précisions, donc je vous les donne. Et la fonction 75, politique de l'énergie pour l'accompagnement conseil aux communes. 758, autres actions énergie. Donc cette année, nous avons voulu vous le présenter sous forme de graphique, mais tous les tableaux récapitulatifs et les commentaires inscrits dans les délibérations viennent éclairer cette particularité. Et donc je vous propose de rester juste sur les éléments significatifs des comptes. Donc, si on regarde ce tableau en particulier, donc vous les avez encore une fois en détail dans la délibération, je devrais le dire en entier. Donc, les dépenses de la section fonctionnement s'élèvent à 34,7 millions. Donc, vous voyez sur la colonne en bas, la dernière ligne, la troisième colonne, dernière ligne. Avec, donc, si on regarde en particulier, donc, le focus est fait donc, sur les charges à caractère général, le chapitre 011. Je vais mettre mes lunettes parce que j'y arrive.
donc à hauteur de 11 millions, donc soit 21,4% des dépenses réelles de fonctionnement, en particulier l'achat d'énergie qui correspond à 6,7 millions, qui, après une forte baisse en 2023, comme cela avait été annoncé, a subi la hausse des tarifs de l'électricité de manière différée. Donc nous verrons tout à l'heure que ces tarifs redescendent dans le budget 2025. En ce qui concerne les charges de personnel, donc 3 130 000, ça représente 9,18% des dépenses réelles de fonctionnement en 2023, et nous sommes à 9,1 environ par rapport à 2024. Enfin, en 2024, pardon. Toutefois, donc l'évolution du chapitre 12 est donc de plus 4,5% par rapport à 2023, ce qui est maîtrisé dans le contexte actuel, je vous le rappelle. L'atténuation de produits, 0,14, 17,8 millions. Il s'agit donc du reversement aux communes donc de l'assise dont a parlé tout à l'heure Monsieur le Président de cette séance. Donc, ce qui a fait couler beaucoup d'encre l'an dernier, car nous ne disposions pas du montant et des modalités de reversement. Fin 2024, nous ont été notifiés les justificatifs des évolutions. Nous avons un groupe de travail avec la FNCCR afin de vérifier les ajustements à opérer. Donc, courant avril, nous vous transmettrons toutes les informations que nous aurons à ce moment-là, enfin, en tout cas, nous l'espérons. Si on revient sur le tableau, sur la recette de la section de fonctionnement, donc cette fois, se sont élevés à 51,6 millions d'euros. Et donc, pareil, c'est à peu près au même endroit. Et ça se répartit en recettes de la façon suivante. Donc, vous voyez sur la roue, la plus grande partie correspond aux contributions des communes et à la Merci. Et la TICFE. Donc, tout ce qui correspond au chapitre impôts et taxes, donc les deux, j'ai essayé de trouver les couleurs en fait, on va dire taupe, comme ça on est tranquille, taupe foncé, taupe clair. 43, donc au total 43,6 millions. Donc pour rappel, les taxes n'ont pas doublé. Ce chapitre cumule désormais les contributions et la réception de la TICFE, donc l'assise. En 2024, les contributions étaient de 26,6 millions. En ce qui concerne la section d'investissement, les dépenses d'investissement réelles et d'ordre s'élèvent à 39,6 millions d'euros, dont 38,5 au titre des dépenses réelles et 1 million au titre des dépenses d'ordre. Les restes à réaliser d'investissement sont désormais de 3,5 millions. Je pense que c'est important de vous le signaler. Les recettes de la section d'investissement, elles, s'élèvent à 47,664 millions d'euros. Les recettes d'investissement réelles et d'ordre sont réparties en 46 millions au titre des recettes et 1,3 million au titre des recettes d'ordre. Les dépenses d'investissement reculent donc légèrement cette année. En ce qui concerne les immobilisations en cours, donc le chapitre 23, on a 24 121 000 au total. Ces dépenses représentent 62,5% des dépenses réelles. Il s'agit des travaux réalisés sur le territoire des communes membres en matière de dissimulation coordonnée des réseaux et d'éclairage public. Monsieur Jean-Philippe Chaunet qui coûte le plus cher. J'ai dit doucement. Les nouvelles modalités d'exécution des marchés ont impacté à la baisse ces dépenses avec la fin des avances automatiques, notamment ça. Autre immobilisation financière, le chapitre 25
donc à hauteur de 805 000 €. Le syndicat a versé des avances remboursables à 2 communes dans le cadre du dispositif Bâti Plus, donc Givors pour 300 000 et Collonges-Mont-d'Or pour 500 000 €. Les recettes de la section d'investissement s'élèvent donc à 47,664 millions d'euros. Les recettes d'investissement réelles et d'ordre sont réparties en 46 millions d'un côté et 1,3 million au titre des recettes d'ordre. Si on regarde au niveau sous forme de graphique, encore une fois, l'autofinancement donc, est la première des recettes. Alors, toutefois, j'ai eu l'occasion de vous le présenter à plusieurs reprises. Cette année, l'emprunt donc, au chapitre 16 de 14 millions d'euros correspond au prêt Intracting obtenu à 2% pour financer vos projets. Je remercie Claire Topenot pour cela. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des remarques? Eh bien, on peut donc passer au vote. Eh bien, merci beaucoup pour cette belle unanimité. Délibération suivante. Le budget annexe, le compte administratif de l'exercice 2024. Donc, pareil, comme évoqué lors du ROP, ce budget retrace l'exploitation des 15 installations photovoltaïques que nous gérons. Donc, la production vendue est la recette attendue du budget. Et cette année, nous avons voté une subvention d'équilibre pour les travaux. Au passage, le pourquoi on ne peut pas supprimer le budget annexe, c'est parce qu'on considère que ça doit s'autofinancer tout seul. Donc en fait, on pourrait très bien faire du commerce avec ça. Si on regarde maintenant ce petit tableau, côté investissement, les travaux en cours et le remboursement de la dette. Cette année, donc, le compte administratif se clôture avec une production vendue de 104 000 € et un résultat donc, de 69 000 € en fonctionnement et de 35 000 € en investissement. Mais des travaux en cours non encore payés, bien entendu, sont encore à reporter. Est-ce que vous avez des questions? Non? Des suggestions, des remarques? Non, c'est très bien. Écoutez, je vous propose de passer au vote. Merci aussi pour cette unanimité. Le budget principal, donc l'affectation du résultat 2024. Donc le compte administratif 2024 se termine en fonctionnement à 17,4 millions d'excédents et en investissement à 13,7 millions de déficit. Au final, donc, le résultat de fonctionnement global disponible cette fin d'année est de 3,758 millions. Non, de 3 758 500. C'est parce que je voulais essayer de lire tous les chiffres cette fois. 3 758 589 € et 37 centimes. J'ai perdu l'habitude. Je vous propose de le réinscrire sur le budget donc, de l'année prochaine. Et s'il n'y a pas de questions ni de remarques, eh bien, je vous propose de passer au vote. Merci beaucoup pour cette unanimité. Le fameux budget annexe installation photovoltaïque, donc pareil, l'affectation des résultats donc, de 2024. Le compte administratif 2024 donc, que vous avez voté juste avant se termine en fonctionnement à 69 000 € d'excédent et présente un besoin de financement pour l'investissement de 62 000 €. Donc au final, le résultat de fonctionnement global disponible cette fin d'année est de 7 000 € environ. Et il sera donc inscrit au budget de l'année 2025. S'il n'y a pas de questions, pas de remarques, je vous propose donc de passer au vote. Merci pour cette unanimité. Alors, le premier vice-président et président de séance pleure parce que je ne dis pas de centimes, donc je vais aussi les lire face à... Alors, nous en venons donc au budget primitif, donc 2025. Donc, il prévoit un maintien de l'effort d'investissement, malgré le contexte. Je ne vous passe les explications.
De nouvelles offres d'accompagnement, donc délibération dispositif ENR à venir. Une gestion toujours rigoureuse des charges à caractère général et une attention sur le budget consommation d'énergie, bien qu'il baisse fortement. Donc nous avons, il faut le regarder donc en dépenses réelles, nous avons voulu cette année le présenter avec les restes à les réaliser sur la délibération pour avoir une vue d'ensemble complète. Ce qui nous permet le vote concomitant du compte administratif et du budget. En fonctionnement sur le tableau projeté, vous voyez qu'il s'équilibre à 56 097 335 € et 0 centimes. Et a donc été calibré au plus juste en réel, et il est contenu, donc moins 6%. Donc, côté dépenses de fonctionnement, les points importants sont, de mon point de vue, les suivants. Les charges à caractère général qui s'élèvent à 11,6 millions d'euros. Donc, ce chapitre présente cette année une variation à la baisse qui provient essentiellement du poste achat énergie-électricité. 2,8 millions en 2023, 7,7 millions au budget primitif 2024, contre 5,8 donc en 2025. En ce qui concerne l'éclairage public, 52 communes ont transféré leurs compétences éclairage public. Bron souhaite nous rejoindre en juillet. Du coup, la maîtrise du budget est d'autant plus un défi. Le chapitre 12, les charges de personnel, nous avons prévu 3,5 millions d'euros, soit 10% des dépenses réelles de la section de fonctionnement et une hausse de 6,45%. Donc, dans cette prévision, on comprend le GVT, le glissement vieillesse technicité, les recrutements ELENA pour lesquels nous recevons 503 000 € de subventions ressources humaines et les accessoires sociaux rendus obligatoires par l'État pour tous les agents publics. Au chapitre 14, atténuation de produits, donc vous voyez 16 830 000 €. Donc en baisse, il s'agit donc du reversement de l'accise. Elle représente donc environ 48% des dépenses réelles de la section de fonctionnement du budget. La variation donc à la baisse s'explique par l'application de la formule de moins 5,3% liée à la baisse des consommations d'électricité et plus 4,58% de variation de l'indice de l'inflation. Au chapitre 65, les autres charges de gestion courante, 749 000 €, donc hausse essentiellement due au reversement des subventions obtenues pour le compte des communes membres. Au chapitre 66, les charges financières, 2 272 000 €, donc ce chapitre présente 6% des dépenses réelles de la section. Pour les recettes de fonctionnement, les principaux éléments à retenir sont au chapitre 70, 775 000 €, donc qui comprend l'adhésion des membres au CEP, au Conseil en énergie partagée. Au chapitre 73, impôts et taxes, dont j'ai parlé tout à l'heure aussi, 45 millions d'euros. Donc il s'agit donc de l'accise pour 18 millions d'euros et de la contribution fiscalisée des communes pour 28,3 millions d'euros en 2025. Donc une hausse, puisque en 2024, on était à 26,9 millions d'euros. Au chapitre 74, dotation et participation, donc 1 049 000 €, les subventions liées aux activités
sont estimés à 966 000 €, dont la fameuse recette ELENA à hauteur de 644 000 €, subvention donc européenne pour soutenir la transition énergétique du territoire. Au chapitre 75, les redevances de concession sont estimées à 4 858 000 €. Le budget primitif 2025 s'équilibre donc en section d'investissement, lui, à 64 millions d'euros. Les dépenses d'investissement se caractérisent par le remboursement de la dette au chapitre 16, à hauteur de 12 219 000 € en baisse, donc, puisque il y a des contrats qui se terminent, par les travaux en cours, donc au chapitre 23, à 33 200 000 €. Les demandes de travaux des communes membres en matière de dissimulation coordonnée des réseaux et d'éclairage public constituent la principale dépense d'investissement. Pour 2025, le montant prévisionnel au stade du budget primitif est de 33,2 millions d'euros. Donc, dans un contexte de planification qui s'est bien complexifié, cette prévision sera ajustée tout au long du cycle budgétaire, donc en fonction, bien entendu, de l'avancement réel des chantiers, si nécessaire. Si ce n'est pas nécessaire, on ne fera rien. Au chapitre 27, donc les autres immobilisations financières, à hauteur de 3 000 €, inscrits en prévision du versement aux communes des avances remboursables bâties ou des énergies renouvelables. Alors, je vous propose donc de détailler le processus d'intégration des demandes dans la planification avant qu'on aille un petit peu plus loin. Donc, la personne qui est la plus à même de vous présenter cela est le vice-président en charge du sujet, Monsieur Chaunet. Bonsoir à toutes et à tous. Vous m'excuserez pour mon retard de tout à l'heure, mais le 19 mars, c'est aussi la commémoration de la fin de la guerre d'Algérie, on va dire. Et donc, les maires sont aussi contraints par certaines manifestations. Comment ? Voilà. Voilà, donc c'est pour vous expliquer le fonctionnement pour prendre en compte les demandes de vos différentes communes sur les besoins de travaux. Voilà, donc vous pouvez voir la partie de la commune, c'est la partie bleue, hein, c'est la partie du haut avec 3 volets. Donc la première chose, c'est bien sûr l'émission d'un besoin de travaux. Donc nous, au niveau du SUGERLI et de la partie technique, bien sûr, on crée une affaire, on le chiffre, on demande l'arbitrage à la commune, ce qui est logique. Puis, il y a l'enregistrement en comité d'engagement. Donc depuis maintenant 1 an, on travaille avec un comité d'engagement qui se réunit périodiquement pour prendre en compte les différentes demandes des communes. C'est pour ça que Corinne a dit tout à l'heure que le montant des investissements peut être réajusté en cours d'année en fonction des chantiers qui seront retenus par le comité d'engagement. Voilà, donc le comité d'engagement, il fait des arbitrages. Voilà, et ensuite, une fois qu'on a l'arbitrage du comité, bien sûr, on prévient la commune que tel chantier a été retenu et sera donc financé dans l'année. Voilà comment ça fonctionne. Aujourd'hui, on se rend compte quand même que au niveau des émissions de demande de travaux, on en a quand même beaucoup. Et on en a beaucoup qui ne sont pas suivis de chantier. Voilà, donc on demande aujourd'hui à toutes les communes, hein, dont vous êtes les représentants, de regarder quand même les demandes que vous faites pour qu'on ne mobilise pas nos chargés d'affaires à faire des chiffrages qui ne serviront pas forcément dans le futur. Voilà, sachant que de leur côté, eux,
ils ont aussi des ratios en tête, donc ils peuvent aussi vous aider dans le choix des chantiers que vous souhaitez qu'au niveau du CIGERLI, on puisse étudier et du coup retenir ou pas retenir dans le cadre du comité d'engagement. Voilà comment ça fonctionne. Je voudrais quand même rajouter que le CIGERLI est à vos côtés, qu'aujourd'hui on a une bonne solidité financière. Je pense que Corinne le redira tout à l'heure, mais j'en profite pour le faire une première fois. Et donc aujourd'hui, on est capable de vous accompagner dans de multiples travaux. On a beaucoup investi ces dernières années et on continue cette année et on continuera aussi l'année prochaine sur l'éclairage public. C'était quelque chose qui était peu investi par le passé. Donc là, avec le passage au LED, on a fait un gros effort financier pour aider les communes. Alors, certaines vont nous dire que ça ne va pas assez vite. On le comprend bien parce que c'est des investissements extrêmement importants. Et ça, on s'en aperçoit. Qu'on a aussi des entreprises qui travaillent pour nous, qu'on a des fournisseurs de matériel et que il faut aussi trouver les entreprises, le matériel pour pouvoir en faire le maximum sur nos territoires, sachant que je pense que tous les autres syndicats de France sont dans la même logique. Donc aujourd'hui, il y a une très forte demande sur tous ces matériels et sur le changement de l'éclairage public. Aujourd'hui, on fera le point au cours d'un prochain comité sur le volume des points lumineux qui sont déjà passés au LED. Aujourd'hui, on est à plus de 50%. Sur l'ensemble du parc de l'ordre de 80 000 points lumineux. Donc ça fait qu'il y en a déjà 40 000 qui sont passés. Et il y en a encore à faire. Et on veut continuer à le faire. Et on a réservé une priorité sur les fameuses PPI, les programmations pluriannuelles d'investissement, pour transformer notre parc avec des anciennes lampes vers des lampes à LED qui sont bien plus efficaces et qui nous permettent de diminuer nos consommations d'électricité. Voilà. On peut aussi remarquer que les services ont essayé de récupérer le maximum de recettes au cours de l'année passée, et on va continuer, notamment en maximisant les redevances de concession. Vous avez vu tout à l'heure que ça représente un montant important, et également la valorisation des remises gratuites, comme on dit dans notre langage. C'est les réseaux qui sont construits, notamment par les promoteurs, quand il y a des lotissements qui peuvent se faire encore ou des extensions dans des parties privées. Voilà, donc il faut bien retenir qu'on est à votre côté. On a mis en place un système que vous voyez sur l'écran qui nous permet de prendre en compte vos demandes dans des meilleures conditions possibles. Eh bien, continuons. Alors, sur ce tableau, s'agissant donc de l'investissement en matière de recettes, nous avons envisagé donc au chapitre 16, emprunts et dettes, 20,51 millions d'euros. Ce qui nous amène à une capacité de désendettement, je vous le donne en prévisionnel sur 2025, de 5,8 ans. Je le laisse pour la question, peut-être. Non. Vous pourrez me la reposer si jamais. Au chapitre 27, autre immobilisation financière, 1,189 millions d'euros. Ce chapitre concerne le remboursement de la TVA donc par Enedis. Elle correspond donc à un transfert de droits qui s'opère entre le concessionnaire et le concédant. Donc, nous récupérons 20% sur les travaux effectués sur les réseaux électriques. Et naturellement, ça ne vous étonne pas, les sections s'équilibrent. Est-ce que vous avez des questions? Marc Dubièvre-Bron, bonsoir à tous. Très rapidement, merci pour cette présentation très complète, et puis d'avoir complété, parce que c'était ma demande, les années 2027 et 2028, je crois, dans le document, n'a pas été mentionné, mais c'est bien, ça permet
de voir un petit peu plus loin. J'avais, oui, 3-4 questions. Enfin, j'en avais 3 et une quatrième. Le report de 3,7 millions d'euros d'excédent de fonctionnement, est-il prévu de le flécher à terme vers l'investissement et donc de limiter l'emprunt de cette année? Quel est l'endettement projeté du Cigerli à la fin de l'exercice? Et puis, Corinne, est-ce que tu me l'as demandé? Je pose la question. Quelle est la capacité de désendettement prévisible à la fin de l'exercice? Et puis, sur les baisses des dépenses d'investissement, donc j'ai bien lu que c'était un ajustement à la suite des APCP. Et je voulais savoir juste où étaient les baisses en termes de travaux en tant que tels, en rebond à ce que Jean-Philippe, tu disais, à savoir qu'il y a beaucoup de demandes et pour autant l'investissement baisse. Du coup, voilà, je voulais une explication là-dessus. En fait, bon, on n'a pas fini l'année, hein, donc on n'a pas fait tous les comités d'engagement. Donc il y aura clairement d'autres chantiers qui seront engagés d'ici la fin de l'année. Et donc, du coup, c'est pour ça que, vu de notre côté, nous, on a plutôt une augmentation qui est prévisible des dépenses d'investissement. Parce qu'on a encore quelques arbitrages à faire en fonction du contexte de chaque chantier. Hein. Est-ce que le chantier il est en coordination ou pas? Est-ce qu'il y a d'autres travaux qui l'imposent ou pas? Voilà, il y a pas mal de choses qui peuvent évoluer, mais c'est normal. Hein. Dans vos communes, ça évolue aussi en cours d'année. Et il peut du coup y avoir des modifications et des demandes complémentaires. Et on se garde forcément un peu d'argent pour faire ces chantiers en cours d'année. Voilà, donc on aura un prochain arbitrage dans pas très longtemps sur les chantiers qu'on va réaliser. Donc nous, notre objectif, c'est d'en faire plus cette année que l'année passée. Et quand je dis chantier, ça peut aussi être sur l'éclairage public. Il n'y a pas que sur les dissimulations de réseau. Oui, d'ailleurs, la partie dissimulation coordonnée des réseaux baisse fortement par rapport à la partie éclairage public. Ça rentre effectivement dans le fait que du coup, on diminue aussi les dépenses d'achat d'électricité. Et c'est quand même important, puisque c'est ce qu'on paye tous dans notre contribution au Cigerli. Sur la capacité de désendettement, donc, on a baissé par rapport à ce qu'on vous avait dit au ROP 2024. Ce qui veut dire qu'effectivement, on est à 5,8 ans prévus à la fin de cet exercice, avec un prévisionnel de 2026 qui est du même ordre. Sur le fait qu'on ait une projection, bien entendu que les services et nous tous, nous travaillons sur une projection, bien entendu. On n'avait peut-être pas tout présenté au niveau du ROB, mais dans la délibération, vous aviez quand même quelques projections. Et à la limite, j'aurais tendance à dire, c'est comme vous, quand vous faites vos propres robes, la projection souvent s'arrête plutôt que prévu, que ce qu'on aimerait aller, pour la simple et bonne raison qu'on ne veut pas donner de chiffres farfelus, on préfère donner des vraies valeurs. Et donc, quelquefois, effectivement, on peut être frustré, et encore une fois, comme c'est le cas souvent dans vos propres communes, de ne pas pouvoir aller au-delà de 1 à 2 ou 3 ans d'exercice. La capacité d'autofinancement, je préfère laisser Claire répondre parce que je n'ai pas les chiffres sous les yeux exactement. Alors, pour le coup, vous avez demandé si le report d'excédent de fonctionnement, on allait l'utiliser plutôt en fonctionnement ou en investissement pour réduire l'endettement. Moi, c'est la première question que j'ai entendue. Et pour le coup, oui, en règle générale, on passe par le fonctionnement pour être libre, parce que plus le montant de recettes de fonctionnement est important, plus on est libre d'une certaine manière. On a choisi cette méthode. En revanche, ensuite, il y a un virement, et vous le voyez dans les chiffres qui vous ont été donnés, il y a un virement à la section d'investissement qui est beaucoup plus important cette année, en tout cas en prévisionnel 2025, parce qu'on compte aussi sur cette somme pour pouvoir autofinancer et donc réduire l'emprunt. On se rappelle qu'au ROB, on vous avait présenté une possibilité d'emprunter jusqu'à 26 millions, puisque initialement, on pensait peut-être monter jusqu'à 26 millions, et que là, dans le budget, pour l'instant, on s'en est tenu à 20 millions environ, ce qui correspond aussi à ce résultat. En complément également, vous avez demandé le montant d'endettement en fin d'année, donc on serait à 88 millions environ. L'année n'est pas passée, donc on verra bien ce qui se passe, mais normalement 80 millions compte tenu de ces 20 millions qu'on a évoqués. Pour le reste, je crois que
tout le monde a répondu. Oui, est-ce qu'on a répondu à toutes vos questions? Super. Monsieur Pierre-Alain Millet. Oui, je ne résiste pas à un petit commentaire. Dans ces temps où tous les élus qui sont ici discutent de budget dans leur commune, ou pour certains à la métropole de Lyon, et souvent quand même font face à des situations compliquées, difficiles, on va dire, hein, équilibrées, et avec des décisions parfois lourdes, hein, de remise en cause de certains investissements, de décalage, de baisse de certaines dépenses. Moi, je trouve que c'est très intéressant de regarder le budget du CIGERLI. D'ailleurs, d'autres syndicats intercommunaux que je connais, parce que là, ça me fait dire que la forme du syndicat intercommunal est très pertinente, contrairement à ce que beaucoup de gens disent. Et une des raisons pour lesquelles elle est pertinente, c'est que les syndicats intercommunaux sont toujours ciblés, quoi. Voilà. Une des difficultés des collectivités à compétence générale, c'est qu'elles font tout, et que selon les saisons, hein, il y a des plus et des moins dans plein de sujets, donc le total est toujours délicat à faire. Un syndicat intercommunal, il a plusieurs choses quand même, mais enfin c'est quand même dans un domaine. Et en plus, il a une structure dans laquelle son financement il est organisé, et nous ne sommes pas dépendants de dotations de l'État ou de qui que ce soit d'autre. Quelque part, chaque commune décide de son plan de travail. Il faut affiner, il faut regarder ce qu'évoquait le maire de Communet. Voilà, donc on se met d'accord. Mais globalement, le CIGERLI ne dit jamais non, j'ai pas envie de faire ton chantier. On regarde comment on peut le faire dans de bonnes conditions. Donc notre programme de travaux, il continue. On continue à faire un niveau d'investissement et de chantier quand même qui est très important. Et on vote quand même un budget avec une baisse de l'emprunt. Je vous ferai remarquer quand même. Je ne sais pas combien il y a de collectivités qui voteront des budgets en 2025 avec une baisse prévue au BP de l'emprunt. Moi, je pense qu'il y en a 0 dans le département du Rhône, à mon avis. Hein. Enfin, voilà. Donc, il n'y a que des syndicats, et notamment le CIGERLI. Donc, moi, je me félicite de cette situation financière dans ce monde bouleversé et ces budgets de collectivités bien difficiles à construire. Et donc, je me félicite de la forme du syndicat intercommunal. Merci Pierre-Alain. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou des questions? Non? Eh bien, je vous propose de passer au vote. Eh bien, merci beaucoup pour cette belle unanimité. Le budget photovoltaïque, mon petit budget annexe. Donc, conformément aux éléments exposés lors du rapport d'orientation budgétaire, donc ce budget baisse de 22,9% et est estimé à 336 000 € pour 2025. Donc, il concerne principalement donc, les travaux des installations photovoltaïques qui ne... Et bien entendu, il ne rejoint toujours pas le budget principal. Donc, oui, je pense que c'est mon leitmotiv. Il vous est proposé donc de voter ce budget. Avant cela, est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Eh bien, s'il n'y en a pas, je vous propose de passer au vote. Merci pour cette unanimité. Délibération suivante. Révision et actualisation des autorisations de programme et crédits de paiement. Donc, pour rappel, cette modalité de gestion pluriannuelle souple retrace chaque planification annuelle des travaux portés pour les membres. Donc, les autorisations de programme sont millésimées, comme le champagne. Ce qui permet d'assurer le suivi des avancements physiques et financiers des chantiers. Ces éléments sont retracés dans une annexe du budget et les modifications sont réalisées par voie délibérative. Donc, nous avons 3 années consécutives qui sont désormais gérées de cette façon et cela représente au total près de 86 millions € de projets. Répartis voilà, comme cela dans la délibération, donc entre dissimulation coordonnée des réseaux, éclairage public et intervention métropolitaine.
Donc, à ce jour, depuis 2023, on a 33,7 millions de crédits de paiement qui ont été réglés sur ces projets et près de 28 millions qui pourront être facturés cette année. L'autorisation de programme 2023 a été affectée en totalité et consommée à 77% au 31 décembre 2024, bien entendu. L'AP, l'autorisation de programme 2024 a également été affectée en totalité et les crédits consommés à hauteur de 27%. En ce qui concerne l'autorisation de programme 2025 qui a été votée pour 10 millions pour permettre de lancer les études des projets de début d'année, va être réévaluée à hauteur de 28 millions d'euros, conformément aux orientations du rapport d'orientation budgétaire, pour pouvoir financer les projets des communes à engager cette année. Est-ce qu'il y a donc des questions? Non, des remarques? Bon, je vous propose de voter. Merci beaucoup pour cette belle unanimité, encore une fois. Je profite encore, pendant que j'ai le micro, avant que je le rende, puisque j'adore avoir le micro, pour vous poser une question qui n'est pas obligée d'être au compte-rendu, mais qui peut l'être. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a un petit peu évolué dans la façon de présenter le budget, en particulier cette année. Donc, grâce encore une fois au travail des services. D'ailleurs, on ne vous a pas présenté, on a aussi Monsieur Gellertat qui est avec nous, qui a aussi participé, qui a fait des jolis... Alors lui, il dit des disques, moi je dis des donuts. Donc, vous voyez les points de désaccord importants que nous avons entre nous. Et donc, je voulais vous poser la question. Donc, cette fois, c'est moi qui pose une question. Est-ce que cette façon de vous présenter le budget, le compte administratif, vous convient, ou est-ce que vous préférez l'autre méthode où vous disiez vraiment tous les chiffres, même si je sais que certains regrettent? Non, on n'a pas prévu de vote là-dessus, mais voilà, juste, on avait un petit peu de temps, donc je me disais, est-ce qu'il y a des personnes qui préféreraient que je détaille plus les chapitres, ou est-ce que comme ça vous convient? Est-ce que, voilà. Ben voilà, parfait. Donc j'espère pouvoir le présenter l'an prochain encore une fois. On compte sur toi. Merci Corinne, merci beaucoup pour ce point budget, et tant pis pour le petit écriteau. Je reprends la main pour vous présenter une délibération d'enrichissement des services du CIGERLI à destination des communes, en l'occurrence sur les projets de mise en place de photovoltaïque en autoconsommation. Et c'est là où, mine de rien, ça prouve aussi que le CIGERLI a un petit temps d'avance sur les décisions du gouvernement, qui sont peut-être un petit peu trop rapides parfois, mais on sait et on sent, et c'est une demande de votre part, d'accélérer sur le photovoltaïque, sur la production d'énergie photovoltaïque, et de le faire plutôt en autoconsommation qu'en vente totale à EDF. Et ce qu'on avait parfois comme remontée, c'est qu'il manquait une brique d'accompagnement de la part du CIGERLI pour passer à l'action et avancer plus vite. On avait lancé un AMI, un appel à manifestation d'intérêt sur le déploiement du photovoltaïque avec tiers financeur en vente totale, qui a plutôt bien marché, hein, avec la moitié, un peu plus de la moitié du productible possible qui est parti en projet. On verra si ça aboutit vraiment avec les dernières news que nous prépare le ministre. On a aussi déjà une étude de potentialité du photovoltaïque qui vous est mise à disposition, et il manquait peut-être quelque chose, et donc c'est cette délibération avec non seulement une offre d'accompagnement sur de l'ingénierie technique, mais aussi de l'ingénierie financière, avec notamment une solution d'avance remboursable qui vous permet de vraiment passer à l'action sur des projets d'autoconsommation. Donc cette offre intégrée, comprenant un accompagnement technique et une solution de financement par le biais de versement d'avance remboursable, elle a vraiment cet objectif de massifier les projets ENR sur votre commune, et d'avoir une meilleure visibilité aussi sur les tarifs de l'électricité.
L'accompagnement technique, c'est donc une étude structure si le projet est en toiture, et une étude de faisabilité avec une assistance et des conseils post-étude en option. 2 niveaux d'aide financière selon la taille du projet, avec, si on est sur un petit projet, 100% du coût des travaux qui sont financés à hauteur de 100 000 €, ou si on est sur une moyenne centrale, on va dire, c'est 50% du coût qui est avancé avec un plafond à 200 000 € et un remboursement qui est étalé sur 15 ans. Et donc sur le processus d'un projet PV en autoconsommation, donc, comme je disais, on a déjà l'étude d'opportunité par le CIGERLI pour qualifier le projet que vous auriez. Et après, on se lance, et vous prenez attache avec les services pour lancer ces études d'ingénierie technique. Et une fois que le projet est lancé, entre guillemets, on a cette convention entre la commune et le CIGERLI. L'ingénierie continue en amont des travaux. Les travaux arrivent et le remboursement démarre à partir du moment où le remboursement de l'avance remboursable démarre à partir du moment où on a la mise en service de la centrale photovoltaïque. Donc voilà un petit peu ce qui devrait permettre de compléter l'offre et de vous aider à accélérer sur ces volets-là. Je ne résiste pas encore aussi à l'idée de vous rappeler que toute électricité qu'on n'achète pas par le réseau, c'est aussi des centrales à gaz en hiver qui sont moins appelées pour produire de l'électricité. Et c'est un facteur de résilience important pour le territoire. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques sur cette offre que je mettrai au vote juste après ? Et donc je vous propose... je me disais quand même... Le PV en autoconsomme pas produise au moment où il y a des pointes qui nécessitent d'allumer une centrale au gaz. Mais bon, c'était pour allumer. C'est pas faux. Je le reconnais. Je le reconnais et je reconnais que tu as raison sur ce point. Et merci de la correction, Pierre-Alain. Aujourd'hui, le problème pour le réseau, et ceux qui gèrent le réseau, c'est plutôt d'absorber des pics de production PV au moment d'une moindre consommation. C'est tout l'enjeu des démarches de flexibilité en fait, et de pilotage. Voilà, donc c'est un vrai sujet. Mais effectivement, l'hiver, quand il fait froid et nuit, il n'y a pas trop d'autres solutions que du pilotable. Tout à fait. Et c'est là où ce sera intéressant de développer des capacités de flexibilité et de stockage. Et ça commence déjà à être un petit peu le cas. Mais merci pour cette correction, Pierre-Alain, que je concède sans problème. Donc je vous propose, s'il n'y a pas d'autres remarques, d'approuver la mise en place du dispositif et le modèle de convention liant le CIGERLI aux membres concernés par le projet de centrale photovoltaïque. Merci pour cette unanimité. Je vais passer la parole à Jean-Philippe Chaunet pour la délibération suivante, pour l'attribution d'une subvention à l'association Électriciens sans frontières. Voilà, donc je vous propose effectivement d'approuver une convention trisannuelle, donc sur 3 ans, de mécénat avec l'association Électriciens sans frontières, qui est une ONG de solidarité internationale qui est reconnue d'utilité publique. C'est une ONG qui aujourd'hui gère 137 projets dans 35 pays et qui a 94 projets de développement, 11 projets d'urgence et de post-urgence, et puis 32 projets d'appui et d'expertise. On voit que c'est une association qui travaille à la fois dans l'urgence quand il y a des situations difficiles, comme ça a pu être le cas en Ukraine ou au Maroc récemment, mais aussi dans de nombreux pays. C'est une association qui apporte l'électricité, mais aussi l'eau, puisque avec l'électricité, on peut facilement pomper de l'eau. Et donc, les 2 volets sont importants. C'est pour ça que je voulais le signaler. Bon, je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Bon, il y a beaucoup de photovoltaïque. Voilà. Et donc, ce qu'on vous propose, c'est de leur octroyer une subvention de 6 000 € avec 2 000 € par an pendant 3 ans, pour qu'ils aient une certaine vision des choses et qu'ils puissent aussi, eux, de leur côté, programmer leur activité au cours
au cours des 3 années qui viennent. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions particulières avant de passer au vote. Si on n'a pas, on va passer au vote. Oui, non, mais simplement aussi parce que Électriciens sans frontières n'intervient pas forcément tout seul. En Ukraine, ils interviennent en fait pour la partie électrique à la demande d'ONG beaucoup plus grandes. Voilà. Deuxième commentaire de Pierre-Alain. Non, simplement que leur présentation était très intéressante. Oui, Franchement, hein. oui, Je ne les connaissais pas, oui. mais c'était sérieux. Visiblement, il y a beaucoup d'expérience. Ça fait énormément de gens qui apportent des compétences techniques liées à l'électricité, hein, dans un grand nombre de pays. Franchement, moi, j'ai trouvé, je ne les connaissais pas, et j'ai vraiment trouvé très intéressant leur action un peu partout. Il faut simplement le souligner. Je complète ce commentaire parce que je pensais qu'il allait dire autre chose. Et c'est au départ une assoce qui est faite à partir du groupe EDF. Aujourd'hui, c'est vraiment diversifié et vous avez tous les grandes entreprises dans l'électricité qui sont représentées dans ce... Oui. Ah, il repart. Ah ben, je repars. Non, Je voulais faire une remarque aussi. Il faut dire que c'est une création des syndicats d'EDF. Je ne veux pas le citer, hein, mais bon... Oui, voilà. Je rejoins ce que dit Pierre-Alain Millet parce qu'en effet... nous nous sommes vus notamment sur des opérations, sur des réunions qui concernaient un petit peu le syndicat d'EDF qui mettait en place ces choses-là. Et ils interviennent sur toute la globalité, sans être redondant, du globe. Voilà. J'ai vu, nous avions assisté à une réunion qui s'était tenue concernant Cuba, qui souffre d'une grave crise aussi électrique et en tout point, pas seulement électrique, mais justement, il y avait aussi des mises en place, des choses innovantes qui ont été mises en place par cette organisation. Et je pense qu'il mérite vraiment un soutien de notre part, de là où nous sommes, du bon côté du globe où nous sommes, comme je le dis souvent. Merci. Eh bien, ce soutien est voté ici ce soir. Et on va finir, donc on a fini je crois, les délibérations qui nécessitaient un vote. Et on va finir par un point communication avec Jean-Philippe Jal, vice-président. Bien, bonsoir à tous. Alors, vous avez donc en avant-première la charte graphique qui a été réalisée en interne et je remercie Caroline et son équipe puisque quasiment l'ensemble des 90 ans du CIGERLI sur la communication et l'organisation d'événements est fait en interne pour réduire au maximum les coûts. Donc vous avez la charte graphique qui sera déclinée pendant toute l'année 2025. Donc vous pouvez déjà réserver la soirée du 10 juin, enfin la journée du 10 juin, puisque ça commencera à 14h et ça terminera donc le soir, avec notamment, donc ça sera, le lieu est à Irigny, puisque c'est le lieu de création de notre syndicat. Donc de 14h à 17h, on aura un atelier d'automne Agir pour le climat, une immersion pour comprendre et activer les leviers de la transition énergétique. 17h30, 18h30, une table ronde sur le rôle du CIGERLI aujourd'hui et les évolutions pour demain. 19h, 20h, conférence de M. Géméné sur le changement climatique. Pouvons-nous encore agir? Quel rôle pour les collectivités? Et ensuite, la soirée anniversaire dans un format qui rappellera pour les plus anciens les 80 ans du CIGERLI au Puce du Canal à Villeurbanne, puisque on tourne sur le territoire plus proche de nous. Je l'ai fait à l'envers, je m'en excuse. Donc, 31 mars, Salon des maires à l'Escale à Arnas. C'est hors du territoire du CIGERLI, mais ça concerne toutes les communes. Un stand qui est mutualisé avec l'ALEC, dont on remercie l'association, le président et la vice-présidente présents aujourd'hui, donc sur le stand du CIGERLI, numéro 20. 10 avril 2025, donc un webinaire « Quel financement pour accélérer votre transition énergétique ?» animé par Max Sénange, chargé de financement au sein du CIGERLI. Et puis le 16 avril à 19h30, donc Fort en Lumière au Fort de Fézin, visite guidée des mises en lumière réalisées par les étudiants de la licence professionnelle Conception et Management en éclairage de l'IAE de Lyon. Et puis j'en terminerai pour les dates.
mais on va vous les envoyer très, très rapidement. Donc, le prochain comité du CIGERLI, donc on était un jour de commémoration pour certains. Aujourd'hui, on recommence la fois prochaine, puisque ça sera le 18 juin, donc à Givors. Et peut-être que le suivant, celui de rentrée, pourrait être au siège du CIGERLI. Je lance l'idée. Est-ce qu'on paye moins de chauffage au siège? Alors en décembre. C'est pour conclure la belle fin d'année. Voilà, pour finir l'année au siège. Merci beaucoup Jean-Philippe. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques sur le planning à venir? Et on compte sur vous pour être là aux 90 ans, évidemment. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions non plus, on va pouvoir passer au buffet et on vous remercie beaucoup pour votre participation ce soir. Merci beaucoup.